Car il est grand temps de retrouver Audrey Crespo-Maraille, votre invité Audrey, Alain Duhamel. Bonjour à tous, bonjour Alain. Bonjour. Commençons par les interviews données ces derniers jours par Emmanuel Macron. D'abord dans une école avec Jean-Pierre Pernaut, ensuite au Palais de Chaillot avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Alors l'enjeu c'était de faire taire les critiques, de répéter le « je fais ce que j'ai dit » et d'ajouter qu'il est le seul à réformer la France. C'était un pari risqué. Est-ce un pari réussi et est-ce que les Français ont entendu Emmanuel Macron? Ils l'ont écouté, puisque les audiences, dans les deux cas, ont été très bonnes. Est-ce qu'ils l'ont entendu? Je pense que de toute façon, il faut un mois ou un mois et demi pour que ce genre de choses infuse réellement. Disons en tout cas qu'il a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de démontrer, c'est ce qui m'a le plus frappé, sa combativité. C'est là où on voit que sa juvénilité aussi, c'est un argument, évidemment. Emmanuel Macron alors, a répondu à Jean-Pierre Pernaut dans une école d'un petit village de l'Orne, puis face à Bourdin et Plenel, c'était depuis le Palais de Chaillot. Donc il a voulu parler à la province et à Paris, une sorte de bénédiction Urbi et Orbi. Dans le premier cas, avec Jean-Pierre Pernaut, il a fait de la pédagogie. C'était agréable à écouter, c'était précis, c'était concret, c'était classique. Ce qui était moins, c'était le lieu. Mais enfin, c'était classique. Avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, c'était exactement l'inverse, évidemment. C'était délibérément l'inverse. Alors vous, qui êtes le spécialiste des interviews présidentielles, vous avez interviewé pas moins de 5 présidents, ce qui est un record. Avez-vous apprécié la prestation d'Edoui Plenel et de Jean-Jacques Bourdin? Écoutez, il faut évidemment laisser de côté tout ce qui ressemble à des jalousies journalistiques, etc. Dans leur genre, chacun des deux a été très bon. Mais je trouve qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. On nous avait annoncé une interview, on a eu un débat. On a même eu 2 débats, en fait. On a eu quelqu'un qui était traité beaucoup plus comme un candidat à l'élection présidentielle que comme un président en exercice. Et Edoui Plenel l'appelait Emmanuel Macron, à croire que le président de Mediapart, c'est l'équivalent du président de la République. Je veux dire, lui, il doit considérer que c'est le comble de la démocratie. Moi, je pense que c'est le comble de l'orgueil. Mais bon, c'était comme ça. Mais il y avait ces 2 débats parallèles. Le débat avec Jean-Jacques Bourdin, c'était le débat avec le porteur des colères populaires. Avec Edoui Plenel, c'était le porteur des chimères juridiques. Bon, ça n'était pas inintéressant. C'était très vivant, c'était très rythmé. C'était quand même très narcissique. Parce que, par exemple, passer 20 minutes, et quand je dis 20 minutes, je pense que c'est même plus, sur les questions d'évasion fiscale et pas une sur le chômage. Bon, vous savez ce qui manquait, je me le suis dit à plusieurs reprises, mais il manquait un arbitre entre 3 protagonistes. Et un arbitre qui aurait pu être une femme, par exemple. Il n'y avait pas de femme, effectivement. Alors, avez-vous eu, comme Edoui Plenel, l'impression qu'à un moment donné, Emmanuel Macron se prenait pour le professeur? Et avez-vous eu l'impression, comme Emmanuel Macron, qu'à un moment donné, Edoui Plenel se prenait pour un militant politique? Edoui Plenel se comportait comme un débatteur face à un autre débatteur. D'ailleurs, ces questions étaient des réponses. Les questions d'Edoui Plenel, à chaque fois, c'était la réponse avant la réponse. En ce qui concerne Emmanuel Macron, je veux dire qu'il y avait un côté quand même très machiste dans son comportement. Il voulait démontrer sa force, sa rapidité. Il n'a pas peur des 2 journalistes passant pour les intervieweurs les plus redoutés de France. Lui, avec les 2 en face, c'est quand même lui qui gagnait. Bon, je veux dire, sur un plan purement sportif, c'est intéressant. Est-ce que sur un plan politique, c'est aussi intéressant que s'il avait été interrogé, peut-être plus modestement, mais sur des sujets mieux choisis? Et diriez-vous qu'Emmanuel Macron a quand même eu le courage de vouloir les affronter et qu'il veut même recommencer, apparemment? Il n'a pas eu le courage. C'est un défi qu'il s'est lancé lui-même. Qui se lance à lui. Oui, c'est ça. Il veut démontrer que rien ne lui fait peur, qu'il est toujours 1, différent, 2, jeune, 3, pugnace. Alors sur le fond, la seule chose vraiment nouvelle, c'est un 2e jour de solidarité, très probablement donc non payé, pour une meilleure prise en charge des personnes âgées dépendantes, 15 ans après le premier jour qui avait été instauré par Jean-Pierre Raffarin. Écoutez, de toute façon, ce qui est sûr, parce que ça, là, tout le monde est d'accord, et c'est prévisible et quantifiable des années à l'avance, c'est que la question de la dépendance, c'est la prochaine grande question sociale. Ça, c'est évident, c'est écrit d'avance. Et que, pour l'instant, on n'a pas pris les moyens financiers d'y faire face. D'où les drames des EHPAD. C'est vrai que, en gros, beaucoup de gens y passent les 2 dernières années de leur vie. Et s'ils les passent dans des conditions qui sont déjà difficiles médicalement, mais qui en plus le sont psychologiquement, ça n'est pas très humain. Donc, qu'il y ait des initiatives,
c'est indispensable et c'est urgent. Est-ce que c'est spécialement la formule d'une journée de plus? De toute façon, ça veut dire, quelle que soit la formule, qu'il faudra trouver des financements, que ces financements, ça sera... Mais ce qui est normal, les Français, c'est normal aussi de payer pour la solidarité d'une génération par rapport à l'autre. Alors, le président a abordé les principaux sujets qui concernent les Français dans ses interviews. Les frappes en Syrie, après les utilisations d'armes chimiques, Emmanuel Macron veut retirer sa Légion d'honneur à Bachar el-Assad. Ça rappelle l'époque où Bachar el-Assad était un grand ami de la France? Oui, mais il y a eu des illusions que tout le monde, ou presque, a partagées au début en disant Bachar el-Assad, c'était un médecin travaillant à Londres, c'est quelqu'un de pacifique, il a l'air très gentil, il a une femme ravissante, etc. C'était rassurant. Puis on s'est aperçu que c'était exactement l'inverse. Alors, on veut lui retirer sa Légion d'honneur. On a bien raison de la lui retirer. Mais franchement, ça m'étonnerait que ça l'empêche de dormir. C'est ça. Concernant les frappes de la France, fallait-il suivre Donald Trump et frapper sans l'aval du Conseil de sécurité? Alors, il y a deux choses. Je ne crois pas qu'on ait suivi Donald Trump, parce que Donald Trump voulait en réalité des frappes plus diverses, plus nombreuses et plus spectaculaires. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'Emmanuel Macron l'a convaincu de se concentrer exclusivement, comme les Britanniques, comme les Français, sur les usines de fabrication d'armes chimiques, d'ailleurs totalement prohibées par les règles internationales. En ce qui concerne la légalité de l'intervention, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vote. De toute façon, c'était impossible. Il y aurait eu, bien entendu, un veto russe, comme il y a toujours un veto russe dans ces cas-là. Donc, c'est vrai que ça, on n'a pas respecté formellement les règles des Nations Unies. D'un côté, ce que fait Bachar el-Assad, c'est une transgression absolue et des règles et de ses propres engagements, et même des garanties que les Russes avaient données qu'ils ne pourraient plus le faire, construire des armes chimiques et les utiliser. Mais on l'a fait, disons, aux marges de la légalité. L'objectif pour Emmanuel Macron, c'était quoi? Montrer sa fermeté face à Poutine, s'imposer, s'installer sur la scène internationale ou tromper l'attention, détourner l'attention? Je crois qu'il y avait d'une part une volonté de sanction, parce que c'est vrai que ce qu'il fait en Syrie est innommable quand même. C'est épouvantable. Vous vous rendez compte qu'il y a entre 3 et 5 millions de Syriens qui ont été obligés de quitter leur pays? C'est comme si en France, il y avait 30 millions de Français qui devaient s'en aller. Enfin, c'est horrible. Bon, pour le reste, je pense qu'Emmanuel Macron a surtout envie que la France et les Européens rentrent dans le jeu. C'est-à-dire, est un rôle que pour l'instant, ils n'ont plus. Autre sujet abordé dans les interviews présidentielles, la situation à Notre-Dame-des-Landes. Alors, toujours aussi explosive, diriez-vous qu'elle se complique? Ce qui se complique, c'est que pour l'instant, on n'est pas arrivé du tout à neutraliser la violence. Et qu'on n'est pas non plus arrivé à mettre fin à la persistance. C'est assez inquiétant d'ailleurs qu'on n'arrive pas à mettre un terme à cette occupation. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté de donner un assaut général. Ouais. Parce qu'un assaut général, ça voudrait dire des violences et ça peut vouloir dire à ce moment-là des dérapages d'un côté comme de l'autre. Donc, ils cherchent à éviter ça, évidemment. Mais enfin, si ça s'ankylose comme ça va devenir difficile. Puis on ne va pas avoir quand même 2500 gendarmes autour de Notre-Dame-des-Landes pendant l'été. La grève à la SNCF, alors elle se poursuit, l'Assemblée nationale vote aujourd'hui. La SNCF, Emmanuel Macron l'a rappelé, elle perd beaucoup d'argent. Il a annoncé que l'État reprendrait sa dette. Mais, malgré ça, l'affrontement semble parti pour durer. Écoutez, on va voir ce que seront les chiffres de participation à la grève qu'on connaîtra en milieu d'après-midi. Parce qu'il y a le vote à l'Assemblée nationale, il y a des ouvertures qui n'étaient pas faites au début. Dire quand même assez clairement que l'État reprendra la dette si on trouve une solution globale, c'est quand même un des points très importants dans cette affaire. C'est pour ça que le taux de participation de ce soir sera très significatif. S'il y a une baisse, ça veut dire qu'on peut peut-être espérer aller vers, disons, une arrivée relativement proche. S'il n'y a pas de baisse, ça veut dire qu'on entre dans ce qu'essaye de faire notamment la CGT. D'ailleurs, ils le disent, là je n'invente rien, avec grand rassemblement unitaire le 1er mai, etc. C'est-à-dire essayer de coaguler. Je pense que c'est largement ce soir qu'on saura si on a une chance d'imaginer pouvoir bientôt réellement négocier ou si on va vers une coagulation des oppositions, des confrontations. Pour l'instant, on peut dire ou pas que Philippe Martinez a réussi ou perdu son pari? On peut dire que Philippe Martinez a installé la CGT au cœur du conflit. Mais s'il perd, c'est la CGT qui perd.
Emmanuel Macron a estimé que les différents mouvements sociaux en cours ne correspondent pas à une coagulation des mécontentements. Et il précise que le mécontentement des cheminots a peu à voir avec le mal-être profondément légitime à l'hôpital qui dure depuis des années. Opposer les mécontentements, c'est une tactique ? Oui, mais en réalité, vous savez, il a fait la distinction entre les mécontentements qu'il comprend, qui lui paraissent légitimes, et il met les cheminots parmi les mécontentements légitimes, comme il met les EHPAD, comme il met les hôpitaux. Et puis les mécontentements qu'il juge illégitimes, oui, c'est-à-dire Notre-Dame-des-Landes et le blocage des universités, et notamment des partiels. La loi Asile et Immigration fait aussi beaucoup parler. Hein. Elle est discutée depuis hier à l'Assemblée. Cette loi semble plus répressive pour beaucoup, sauf pour Emmanuel Macron, qui a tenté de dire que le droit d'asile serait renforcé. Il y croit vraiment ? Je pense qu'il y croit, enfin j'imagine qu'il y croit, mais que cette loi soit encore plus stricte que les lois précédentes, ça me paraît une évidence. Quand on regarde les différentes dispositions, oui, c'est une loi qui est plus stricte. Le paradoxe, c'est que ceux qui protestent au Parlement, pour l'essentiel, sont ceux qui la trouvent trop stricte. Alors que les Français, eux, je ne dis pas qu'ils aient raison forcément, mais les Français, eux, considèrent que ça n'est jamais assez strict. Là, il y a quand même un décalage formidable entre le Parlement d'un côté et les électeurs de l'autre. Alors, ce projet de loi divise au sein même de La République En Marche. Les députés En Marche ont déposé 300 amendements pour humaniser ce projet de loi. Oui. Ça y est, Emmanuel Macron a ses frondeurs ? Non, je ne crois pas que ce soit encore des frondeurs. Ça peut le devenir. Mais je ne crois pas que ce soit encore des frondeurs, d'abord à cause de la disproportion des effectifs quand même. Il a sa majorité absolue large, même s'il y a 30 mécontents. Bon. Mais je trouve plutôt bien qu'il y ait quand même, parmi les élus d'En Marche, des gens qui s'enhardissent pour dire que sur tel ou tel sujet, ils ne sont pas d'accord. On peut très bien soutenir un gouvernement sans être d'accord sur chaque sujet. Mais le tout est de ne pas transformer ça en un procès permanent contre le gouvernement, comme l'avaient fait les frondeurs vis-à-vis notamment de Manuel Valls. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui, ce matin même, pour un nouveau grand discours sur l'Europe au Parlement européen, à un an des européennes. Que faut-il attendre de ce discours ? Et Emmanuel Macron a-t-il déjà revu ses ambitions à la baisse ? Alors, Emmanuel Macron a une grande ambition européenne. Les circonstances sont extrêmement difficiles. Elles sont extrêmement difficiles parce que l'Italie n'a pas de gouvernement, extrêmement difficiles parce que le gouvernement espagnol est en grande difficulté, extrêmement difficile parce qu'il y a le Brexit, extrêmement difficile parce qu'Angela Merkel est largement ligotée par ses partenaires et même par son propre parti. Donc c'est très difficile. Ce que je crois qu'il veut mettre en avant, c'est ce que sont vraiment les valeurs européennes. Ça veut dire les valeurs que doivent appliquer tous les pays, y compris la Pologne et la Hongrie. Et c'est au fond essayer d'imposer l'idée que, ou bien on avance notamment, pas exclusivement, mais notamment dans la zone euro. Ensuite, ceux qui, en dehors de la zone euro, veulent marcher avec, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il n'y a pas de problème institutionnel de ce point de vue. Et le risque de l'enlisement de l'Europe. Or, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il est tout à fait imaginable qu'il y ait une autre crise comme celle de 2008 qui surgisse. S'il y a ce genre de crise, encore faut-il avoir les moyens d'y faire face. Pour l'instant, on a des moyens provisoires, on n'a pas de moyens réels, définitifs, stables et permanents. Donc, vous voyez, d'un côté, les valeurs partagées et de l'autre, les instruments pour faire face à une crise. Emmanuel Macron, il prépare la reconstruction de l'Europe pour les élections européennes ? Non, là je pense que son vrai objectif, c'est d'être celui qui relance l'Europe. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que lui sur le marché européen pour essayer de faire ça. Que les élections européennes soient un instrument au service de cette ambition, ça va de soi. Il voudrait qu'il y ait un groupe central qui ne sera pas un groupe majoritaire. Le PPE, donc la droite, sera toujours plus nombreuse, mais qui soit significatif. Mais disons que les élections sont un instrument au service d'une ambition. Toutes les semaines, Alain, je vous pose une question récurrente. Qu'est-ce que l'histoire, avec un grand H, retiendra de cette semaine ? Que les Italiens n'ont toujours pas de gouvernement. Et que c'est très ennuyeux, d'abord pour les Italiens, parce que ça signifie que, vous savez, que l'Italie sort pour la première fois cette année de 10 années de stagnation absolue, sans croissance. Nous, on a eu une croissance faible, mais on a eu des croissances. Bon, eux, non.
ils ont besoin d'un gouvernement pour remettre tout ça en marche. Or, d'une part, ils n'ont pas de gouvernement, et deux, quand ils auront un gouvernement, ça sera vraisemblablement un gouvernement, une union des populistes d'extrême centre avec des populistes très à droite. Merci beaucoup Alain. La suite de la matinale avec Adrien.